Bonjour, bonjour. Là, il faudrait que j'imagine que je parle à 120 personnes. Donc, on est ensemble aujourd'hui. Donc, on est à Concordia. Ben, tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, conseil de direction ici à Concordia, nos invités, illustres invités, nos collègues, c'est une centaine de personnes donc à travers nos bibliothèques. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment de célébration et de partage. Donc, on va avoir deux parties dans la rencontre aujourd'hui. Une partie où on va célébrer nos amis, puis une autre partie pour la présentation et l'état d'avancement du PBUC. Donc, le titre le dit, je pense, ensemble, on veut souligner, reconnaître le travail, reconnaître les efforts, le travail, la participation, la contribution de nos collègues. On veut souligner le chemin parcouru à travers la deuxième partie de la présentation, donc tout le travail qui a été fait durant la dernière année et construire ensemble. Donc, on continue, on ne s'arrête pas, on a comment on appelle ça, le feu, le vent dans le voile. Je sais pas pourquoi je parlais de feu, mais le vent dans les voiles. Le feu sacré, le feu sacré. Donc, pour continuer à construire l'avenir. Donc, la présentation se décline en deux parties. Donc, la première partie, c'est la cérémonie donc, de remise de prix de reconnaissance. Puis après ça, c'est la présentation de l'état d'avancement. Donc, pour la première partie, oui, la première partie. Donc, il me fait plaisir donc, de vous accueillir ici. Un grand plaisir de reconnaître, comme j'ai dit, c'est notre première année du PBUC cette année. C'est quand même la 50e, 55e? 55 ans. 56e. Donc, on a fêté 55 ans l'année dernière, effectivement, à Québec. Donc, on reconnaît nos collègues, nos amis, des piliers, des fondateurs du PBUC, sincèrement, énormément de travail aujourd'hui. Les personnes que nous reconnaissons ont pavé le chemin du PBUC. Ils ont travaillé avec nous dans cette aventure avec cœur, énergie, effort. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je tiens à le souligner et de tout cœur. Donc, c'est un moment de chaleur que l'équipe PBUC nous présente, à organiser pour nous. Un grand merci et j'espère que ce moment de chaleur vous allez l'apprécier. Et un grand merci à l'équipe d'avoir organisé une grande partie de cet événement. Peut-être quelques remerciements d'usage. J'aimerais remercier quand même, si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé préparation de la salle. Donc, Luminita, Laurent, Marc, donc les techniciens système d'information personnel donc de Concordia qui nous a aidés pour l'organisation de l'activité ici, sur place et à distance. Un grand merci pour votre soutien. Merci encore. Je passe la parole maintenant à Karine Lamontagne à titre de présidente du jury pour la cérémonie. Donc, Merci, Loubna. Bonjour, c'est moi qui ai l'honneur cette année de remettre le prix. En fait, j'ai repris pour l'essentiel le mot de ceux qui ont soutenu la candidature de Martin parce que j'estime qu'ils expriment et qu'ils reflètent parfaitement, en fait, pourquoi tu obtiens ce prix de reconnaissance aujourd'hui. Donc, Martin remporte le prix cette année pour son engagement exceptionnel ainsi que pour l'intensité de son implication auprès du partenariat des bibliothèques universitaires du Québec. Les BUC ont développé entre elles des relations fortes et structurantes depuis 55 ans, 56. Ces liens ont évolué vers une dynamique de mutualisation des projets et permettant à chacun de développer des services uniques qui répondent aux singularités des établissements. Or, le succès de la collaboration interinstitutionnelle est conditionnel à l'engagement d'acteurs dévoués et dynamiques comme Martin. Tout au long de ses multiples implications au PBUC, Martin a su incarner les valeurs consortiales et entraîner ses collaborateurs à en faire autant. Il s'est investi dans une multiplicité de projets dans l'intérêt de la collectivité
et avec le recul et le détachement nécessaire à un leadership désintéressé. Agir à la fois comme membre de l'équipe de direction d'une bibliothèque et comme partie prenante du développement d'une nouvelle organisation interinstitutionnelle nécessite une posture d'intégrité et d'impartialité qu'il a su maintenir sans faille. Il a gagné la pleine confiance des 19 directions de bibliothèques. Martin se distingue par de grandes qualités qu'il a su mettre à profit dans l'intérêt du PBUC. Il est judicieux, concret, analytique, visionnaire, homme de solution, proactif. De tels atouts ont permis de maximiser l'adhésion des membres des PBUC aux défis qui se présentaient. Il a par ailleurs fait preuve d'une efficacité redoutable partout où il s'est impliqué. Deux grandes sphères d'activité où son apport a été particulièrement significatif, soit la mise en œuvre du portfolio de produits et services du PBUC avec le comité de gestion des opérations et les travaux entourant la naissance du PBUC avec le comité ad hoc sur la gouvernance. Bien qu'absent de la composition officielle du comité de gestion des opérations, il s'est vite avéré un partenaire essentiel à l'opérationnalisation de plusieurs travaux de mise en place d'outils de service, notamment avec la plateforme partagée de services, avec TIPASA et dans le cadre du projet d'achat en commun des équipements de bornes en prêt et libre-service. Il a également été un acteur incontournable de la réflexion et de la genèse du modèle de gouvernance du PBUC, en étant impliqué au comité ad hoc sur la gouvernance pendant 2 ans. Il a documenté les modèles de gouvernance, il a participé à la conceptualisation des scénarios de gouvernance envisageables, à structurer les multiples présentations pour les parties prenantes à mobiliser, et il a significativement contribué aux travaux de rédaction des règles de gouvernance de l'entente UDM-PBUC. Alors, au nom de tous les directeurs et de toute la communauté universitaire, on veut dire nos plus sincères félicitations à Martin et un grand merci, que j'invite d'ailleurs à venir ici. Ça fonctionne, ça, oui. Merci, hein, merci beaucoup. C'est très apprécié. J'avoue que ouais, on se prépare toujours un petit peu, mais après avoir entendu ça, c'est un peu embêtant. Euh, Peut-être deux choses. Ça fait longtemps. J'ai été chanceux. J'ai été impliqué au sein de ce qui est maintenant le PBUC depuis assez longtemps. En fait, depuis les premières idées là, autour de ce qui est devenu la PPS, puis j'ai pu participer à ça. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux que j'ai pu croiser tout au long de cette aventure-là autour de la PPS, un peu ce qui a suivi. C'est en travaillant avec vous, en échangeant, qu'on réalise à quel point ça peut être enrichissant. L'autre volet, il est plus récent. Je pense qu'il a été marquant pour moi. C'est effectivement le travail que j'ai fait avec principalement le comité ad hoc sur la gouvernance, mais en même temps, on l'appelait. Un grand merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Donc, à partir du moment que la confiance était là, le reste, je pense que ça a pu bien se dérouler. Et c'était très, très, très agréable. Puis en espérant que ça porte ses fruits pour longtemps. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai 4 minutes. Non, ça va pas dans le bon sens, je pense. Mais ça devrait être. Ok. Ah ouais, c'est ça. Quelle improvisation. OK.
Et en plus, je fais tourner. Alors, avec l'équipe soutien, ça me déconcentre. L'équipe PBUC, effectivement, avec l'équipe PBUC, donc on a rédigé un texte pour remercier nos illustres piliers de ce projet plateforme partagée de services. Donc, je vais vous lire ce mot maintenant. Donc, nous, équipe PBUC, nous joignons au directeur pour remettre le prix reconnaissance spéciale à 2 piliers du projet plateforme partagée de services, Benoît Séguin et Roger Laframboise. Benoît et Roger ont terminé leur mandat récemment. Ils sont en passe de le terminer. Avec Benoît, on ne sait jamais. Cette fois, c'est la bonne, je crois. En tout cas, on te le souhaite. Donc, nos 2 piliers, donc 2 rôles et des personnalités différentes, mais complémentaires. Des qualités et une éthique de travail similaires et surtout exemplaires. Donc, prenons-en de la graine. Nous ne mettrons pas l'accent sur leur leadership, déjà reconnu par toutes et par tous. Et entre nous, ça serait se limiter à parler du sucre dans une confiture. Par contre, nous pouvons souligner la diplomatie et la patience de Benoît, notre visionnaire, sa mémoire et son attention du détail aussi, ses corrections à toute heure du jour et de la nuit, et bien sûr sa sagesse et son flegme. Roger, notre architecte, partage des qualités analogues. Nous pouvons mettre en avant sa diplomatie également et ses qualités de persuasion, ses qualités d'orateur sans embâge aussi, mais surtout sa détermination, son goût des défis et son plaisir contagieux à travailler dans la bonne humeur. Nous avons également une petite pensée pour ces croquis en polysuite qui vont bien nous manquer. Donc, si vous aussi, vous avez été inspiré par ce duo, gardons en tête la recette d'un projet réussi. Donc, un visionnaire et un architecte qui se complètent comme le jour et la nuit, qui ont eu le génie de recruter une équipe fantastique. Alors, nous disons cela en toute modestie, bien évidemment, qui ont su gravir avec leurs acolytes du comité de pilotage toutes les montagnes qui se sont présentées, tout en gardant une grande humilité et ce plaisir à travailler dont nous parlions plus tôt. Donc, avant de commencer à écrire un nouveau chapitre de l'aventure du PBUC, nous souhaitons célébrer avec ces 2 personnes exceptionnelles nos accomplissements. Benoît nous rappellera qu'il s'agit d'un effort de groupe, certes, mais il n'aurait pas été à la hauteur de ce qu'il est sans eux. Aujourd'hui, par ces prix, nous voulons souligner notre reconnaissance envers vous, notre gratitude de vous connaître et d'avoir pu travailler avec vous. Donc, de la part de nous tous, un merci infini et le meilleur pour votre retraite, un nouveau chapitre également pour vous. Ça, c'est celui de Benoît. Et celui de... Attends, peut-être que on regarde pour le tien. Qui fait le discours en premier? Bon, ouais. Oui, merci. Bien, écoutez, je pense que c'est la journée des merci, donc je me sens un peu gêné d'être ici devant vous aujourd'hui parce que, bon, c'est des clichés peut-être, mais c'est vrai parce que c'est plutôt à moi de renverser la vapeur et de dire merci à tout le monde qui est ici, puis surtout merci aux employés des bibliothèques qui ont démontré énormément de patience. Ils sont là, ils travaillent fort, ça n'a pas été évident, je le comprends, puis je les remercie. Comité de pilotage, dont certains piliers sont toujours là. Merci à vous. Les directeurs, directrices, merci. Benoît, ton exemple de confiture et de sucre, c'était excellent. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que j'ai confiance en l'humanité quand je rencontre des personnes comme Benoît. Donc, merci. Moi, je suis à une étape de ma vie où, comment dire, comme demain, je peux vous dire que je planifie rien faire. Puis si je n'ai pas fini, je vais continuer le lendemain. Donc, c'est un peu ça la retraite. Donc, je vous remercie beaucoup parce que ça n'a pas été un travail, c'est un plaisir, sincèrement. Puis l'équipe, ben, je vous embrasse. Alors, de mon côté, très, très honoré. Je ne vous cacherai pas que j'ai été extrêmement surpris quand Lubna m'a appris que j'allais recevoir ce petit prix de reconnaissance en guise de témoignage. Donc, en premier lieu, je vais remercier le conseil de direction du PBUC, ex-sous-comité des bibliothèques et le jury d'avoir considéré tout ce travail là, des dernières années. Je vais prendre un petit moment pour aussi souligner et féliciter Martin Sévigny,
pour le formidable travail qu'il a accompli pour soutenir le feu sous-comité des bibliothèques dans sa quête d'autonomie qui a mené à la création du PBUC, pour avoir été un témoin assez rapproché de tout ce qu'il a fait, là, bien si je n'y ai pas participé. C'est vraiment quelque chose de considérable et qui nous mène à la création du PBUC et puis à cette nouvelle gouvernance. Pour lui, ça a été une véritable course à obstacles avec des délais très, très serrés avec lesquels il a dû composer. Je voulais aussi prendre un petit moment là, pour souligner la contribution de Roger à la genèse du partenariat. Quand il est devenu évident là, qu'on obtiendrait la subvention, il y a de cela plusieurs années, à notre grande surprise, avec le montant demandé, on n'en espérait pas tant, vraiment, pour déployer une plateforme partagée de services pour l'ensemble du réseau des bibliothèques universitaires. Il a fallu s'organiser. Alors, oui, on mettait l'épaule à la roue, mais on n'avait personne sur qui s'appuyer. Alors, on a eu la chance de croiser Roger sur notre route. C'est lui qui, dans les faits, quand il est arrivé, il connaissait à peu près rien de notre réalité et il a toujours cherché à comprendre pour nous accompagner dans l'aventure et il nous a en quelque sorte forcé à nous dépasser. Il a mis en place méthodiquement une équipe pour soutenir les activités du PBUC, comme François l'a dit, une équipe extraordinaire, en mettant en contribution leurs talents. Son engagement, sa bonne humeur, sa créativité, son expérience et son approche humaine ont su rallier tous ceux et celles qui l'ont côtoyé à la cause du PBUC avec tout en tête. Et ça, il nous l'a rappelé à maintes reprises, le bien commun. Alors, Roger, pour moi, là, personnellement, là, ça a été un réel plaisir là, de travailler avec toi tout au long du projet. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas été jusqu'au bout de l'aventure. Et alors, vraiment, tous mes remerciements pour m'avoir accompagné là, dans cette dernière phase de ma vie professionnelle. Alors, pour ma part, je me considère privilégié d'avoir été associé au projet dès sa conception, il y a bientôt 10 ans, au mois de mai prochain. C'est la première fois qu'on en parlait à la table du comité. Mais c'est aussi la contribution, comme l'a souligné aussi Martin, de très nombreuses personnes au sein du personnel des bibliothèques et parmi l'équipe de soutien, qui est la clé de la réussite de ce projet-là. C'est vraiment le fondement de ce projet. Je suis vraiment admiratif de voir tout le chemin qu'on a parcouru ensemble jusqu'à la création du partenariat. Je suis admiratif devant ce que le comité a réussi, sa témérité, devant beaucoup d'adversité, à faire en sorte que ce partenariat prenne place. Et je pense que c'est l'organisation qui va permettre de rendre pérenne cette collaboration et de veiller à ce que de nouveaux projets porteurs puissent prendre place. Alors, merci encore pour cette belle reconnaissance et longue vie au PBUC. Alors, c'était agréable de joindre l'utile à l'agréable aujourd'hui, donc une partie de cérémonie, de célébration, de fête, de reconnaissance. Vous restez avec nous quand même, Benoît, Roger, vous restez avec nous? Vous allez voir où est-ce qu'on en est. Alors, c'est ça,
Pour voir si on a fait du bon travail, il faut nous juger là. Là, vous allez nous noter sur nos réalisations, nos accomplissements. Donc, on passe à la deuxième partie, qui est l'état d'avancement. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois qu'on l'avait fait, on avait fait un état d'avancement. Le PBUC n'était pas encore dans sa phase PBUC à l'UDM, donc on était encore le sous-comité OBCI. Donc, on avait fait un état d'avancement par rapport à la planification stratégique d'avant. Et aujourd'hui, on reprend. Je pense que c'est important de maintenir ce lien, d'informer, de partager les réalisations et les prochaines étapes avec nos membres, avec nos équipes du partenariat. Donc, pour cette partie-là, l'équipe ainsi que moi-même, on va dire l'équipe, vous nous avez entendu souvent dire l'équipe PBUC. Je pense qu'on va se reminder un petit peu. On disait l'équipe de soutien, mais ce n'est plus l'équipe de soutien et je tiens à le dire, c'est l'équipe PBUC. L'équipe PBUC fait beaucoup plus que soutenir le partenariat. Soutient, développe, mutualise, travaille avec nous, collabore et nous appuie. C'est une clé de succès pour le partenariat. Donc, nous allons dorénavant les appeler l'équipe PBUC. Alors, donc, on va présenter les accomplissements, donc les faits saillants rapidement de cette année, ou peut-être des fois les 2 dernières années, parce qu'on a eu une année de transition entre le sous-comité et le PBUC, donc un PBUC renouvelé, des plateformes et projets technologiques au service du PBUC, soutenir, développer, mutualiser l'offre de services du PBUC et près de 4 millions d'économies grâce aux achats en commun à tour de rôle. L'équipe PBUC va passer, va présenter les dossiers dans lesquels ils ont travaillé. Et je terminerai par une présentation rapide des nouvelles orientations stratégiques. D'ailleurs, vous avez la primeur aujourd'hui parce que ce sont les nouvelles orientations stratégiques 24-27 qui ont été approuvées officiellement et adoptées officiellement ce matin par le conseil de direction. Ouf, heureusement qu'ils sont passés. Heureusement que personne n'a demandé de sortir des points consensuels. Alors, encore une fois, j'ai le plaisir énorme de travailler de très proche avec cette équipe formidable, extraordinaire. Juste un rappel des accomplissements. C'est énorme. C'était une grosse année, une année de transition, une année de changement, énormément de changements, et une année d'accomplissement. On ne sait pas, on n'a pas juste dit on est en train de faire la transition, on va juste garder tel quel ce qu'on fait, puis on va juste transiter. Non, non, non. On s'est dit, ben, tant qu'à transiter, on va développer, puis on va continuer à travailler. Donc, un petit rappel rapidement, ça, c'est les orientations stratégiques qui se terminent cette année, qu'on vous avait déjà présentées l'année dernière. Donc, juste pour rappeler un petit peu les éléments, puis après ça, l'équipe va passer en revue les faits saillants. Donc, on avait pour objectif, pour mandat, de poursuivre la mise en œuvre du partenariat et d'adopter la structure formelle. On était au BCI, sous-comité, on passe à un nouveau mandataire, l'UDM, avec de nouveaux statuts, une nouvelle entente de service. Il faut mettre en place tout ça et l'opérationnaliser. C'était notre priorité pour l'année. Donc, on va voir qu'est-ce qui a été fait. Nous avons, et je peux vous assurer que nous l'avons fait, peut-être avec un petit peu de délai. On était censé déjà au mois de juin faire partie de l'UDM. Ça s'est fait en début septembre. Donc, consommer fait. Alors, le développement et maintien de l'infrastructure technologique. Donc, on avait 2 dossiers importants la dernière année où il fallait consolider les plateformes technologiques que nous avons. On travaille encore sur WMS. On est tout le temps en train de consolider. Il y avait d'autres plateformes de GeoIndex, en tout cas RVM. On avait bien des plateformes qu'il fallait consolider et sortir. Itipasa également. Donc, il y avait du travail qui a été fait en même temps. On s'était engagé à travailler sur un dossier d'opportunité sur la conservation partagée, sur la documentation, sur support imprimé. On s'est dit, est-ce que ça vaut la peine d'étudier, d'analyser une potentielle solution partagée de documents imprimés? Alors, ça aussi, on vous a parlé un petit peu des résultats ou de ce qui s'en vient. Le troisième axe, le soutien à l'enseignement, à l'apprentissage, donc un gros dossier qui est un gros dossier dans les universités, mais aussi dans les bibliothèques, dans les environnements des bibliothèques universitaires, c'est les ressources éducatives libres, donc et les manuels et autres ressources documentaires pour les cours. Donc, on est dans le volet du libre, dans une optique de biodiversité, de sciences ouvertes. Donc, le but était d'élaborer une vision stratégique en concertation avec d'autres acteurs, l'enseignement supérieur. Donc, on essaie de regarder, il y a les universités, les collèges, les cégeps, on regarde un peu le gouvernement,
comment on peut travailler ensemble. Donc, l'idée était de regarder autour de nous s'il y a un travail de synergie à faire ensemble pour faire avancer ce dossier important de ressources éducatives libres qui s'inscrit complètement dans l'optique de la science ouverte, comme on l'a fait pour les données de la recherche, la production de la recherche il y a des années, ou le libre accès depuis des années. Donc, parallèlement, donc il y a le volet enseignement-apprentissage, on a le volet de soutien aux activités à la diffusion des résultats de recherche. On travaillait, là, on avait encore l'obligation de consolider, de travailler encore dans la consolidation de la gestion des données de recherche, mais surtout, puis on a ajouté trois sphères à cette orientation-là. Le soutien aux revues québécoises, donc le soutien aux revues dans les universités québécoises, et le développement, le soutien de gestion, la préservation des données de la recherche. J'en ai parlé là, avec Borealis. Donc là, il y avait du travail de consolidation à faire, mais ça faisait partie quand même du plan d'action de la dernière année. Et soutenir la publication des monographies en libre accès. Donc, au-delà des manuels scolaires, au-delà des ressources éducatives libres, de manière plus large, comment on travaille avec nos presses universitaires québécoises pour financer en amont la libre circulation et la science ouverte pour la production de recherche à l'université, mais pour les monographies cette fois-ci. Vous comprendrez que toutes ces orientations-là, ou ce plan d'action de la dernière année, s'incarnait et s'inscrivait totalement dans la cartographie de services. On a souvent parlé soit de cartographie de services qu'on avait suite au projet de plateforme partagée. Des fois, on parlait de portfolio de services. Donc, ça rentrait complètement là-dedans. Donc, c'était la suite des projets qui ont été soutenus par la subvention, mais également qui ont été soutenus par les cotisations et par le travail du PEBUC. Donc, ça, c'est le rappel de ce qui était prévu l'année dernière. Là, on va passer à travers les réalisations. Je passerai la parole à... C'est qui commence? C'est à Émilie pour nous parler de la première partie, qui est le PEBUC renouvelé. Donc, un PEBUC renouvelé. Un PEBUC renouvelé parce que on a clairement, on a adopté un caractère opérationnel. On a réussi à opérationnaliser la nouvelle gouvernance qui vient consolider le partenariat. Donc, on va vous parler de ce nouveau mandataire qu'a déjà évoqué Lubna, de nos règles de gouvernance, notre équipe PEBUC qui s'élargit, nos nouveaux espaces de travail et aussi nos outils, nos processus qu'on est en train de repenser. Là, je m'adresse au personnel des BUC, comme Lubna vient de le rappeler, puis comme vous l'aviez appris à l'occasion de l'atelier du 1er décembre 2022. Un groupe de travail avait émis des recommandations sur la nouvelle gouvernance afin de s'assurer que le partenariat puisse remplir sa mission pleinement, efficacement. Et c'est sur la base de ces recommandations qu'il avait été décidé que le PEBUC soit constitué comme une entité rattachée à un établissement universitaire qui fournirait des services administratifs et qui en serait le mandataire. Et cette même année, c'est l'Université de Montréal qui a été désignée pour assumer ce rôle. Et à partir de là, c'est toute une transition qui s'est amorcée, qui a démarré et qui a impliqué un transfert de personnel, un transfert d'outils, d'activités du BCI vers l'U2M. Ça a impliqué aussi donc tout un tas de chantiers, un ensemble de chantiers qu'on va évoquer, à travers lesquels on va passer, et qui ont permis de rendre possible cette transition et qui permettent aujourd'hui de renouveler le PEBUC. Donc le premier point, le premier chantier, c'est comme l'a évoqué encore une fois Lubna tantôt, c'est la signature d'une entente entre le PEBUC et l'Université de Montréal. Et cette entente, elle vient préciser la nature des services offerts par l'U2M, les coûts de ces services, les responsabilités prises par l'U2M au nom du PEBUC. Et tout ça, suite à ce rattachement au nouveau mandataire, implique des réajustements aussi bien en termes de contraintes, mais aussi en termes d'opportunités. Et je souligne le point d'opportunité parce que le PEBUC, maintenant, bénéficie d'une structure solide. On a accès à des collaborateurs de choix au sein de l'U2M, au niveau des approvisionnements, des ressources humaines, des finances, des RH. Et ces collaborateurs-là, ils nous aident à servir les activités du PEBUC et à consolider ce partenariat sur des bases nouvelles. Le deuxième chantier qu'on souhaitait évoquer aujourd'hui, ce sont ces règles de gouvernance, nos statuts et règlements.
Donc, le PBUC s'est doté de moyens de collaborer de manière efficace et c'est ce qui permet de faire vivre ce partenariat. Et ces règles de gouvernance ont permis au PBUC d'énoncer sa vision, sa mission, ses valeurs, ses principes directeurs, d'énumérer ses membres et il permet également de définir le rôle de ces nouvelles instances, donc l'Assemblée des membres, le conseil de direction, le comité de gestion des opérations qu'on a déjà évoqué, et permet aussi d'instaurer les mécanismes qui permettent la prise de décision et de financement. Le troisième chantier dont on a parlé, c'est la consolidation de l'équipe de soutien qu'on aimerait maintenant appeler équipe PBUC et qui continue de s'élargir. Donc, elle permet de vous appuyer, d'appuyer les bibliothèques dans la mise en place de vos services, en tout cas dans la mise en place des services et projets communs au partenariat. Et c'est une équipe qui actuellement est constituée donc d'une direction dont j'assume l'intérim actuellement et qui a pour mandat de diriger les activités et les services, d'assurer qu'elles s'alignent avec les orientations stratégiques, avec la planification stratégique dont on va parler plus tard. Elle permet aussi d'assurer cette direction une communication efficace entre toutes les instances. On s'aperçoit que c'est fondamental, c'est vraiment la pierre angulaire aussi de ce partenariat, la communication entre ces instances qui portent le partenariat et aussi d'assurer une représentation du PBUC auprès d'organismes de concertation ou professionnels. L'équipe, elle est aussi constituée d'une coordination principale, qui est normalement mon rôle principal, et c'est un rôle qui a un caractère plutôt transversal au sein de l'équipe, qui permet d'assurer la qualité, la cohérence des activités et des services du PBUC, et aussi ce rôle a dans l'idée d'optimiser le fonctionnement administratif et opérationnel du PBUC. Vous le verrez, les moyens dont on est en train de se doter pour rendre ça possible. L'équipe compte depuis peu un conseiller en gestion financière qui est Abder, que vous avez ici au fond de la salle, Abderrahmane Abbassi, qui est en quelque sorte la pièce maîtresse de l'ensemble des activités financières du PBUC, puisqu'il établit les budgets, il suit les budgets réguliers, mais aussi les budgets de projet quand il y en aura. Il coordonne la facturation des partenaires, la perception des contributions, donc certains d'entre vous le connaissent déjà. Et vous l'aurez compris, il reprend le flambeau qui a été porté par Benoît Seguin, notre expert conseil qui vient de recevoir le prix reconnaissance spéciale. François Charbonnier, que tout le monde connaît, gestionnaire de produits, qui continue de veiller au grain, de veiller à l'évolution des produits logiciels mutualisés, leur intégration avec les autres activités et services du PBUC, entre autres, bien évidemment. Sophie Valentin, qui, dans son rôle de coordinatrice de projet, est notre pilier bibliothèque, puisqu'elle coordonne et elle documente les activités de projet et des groupes de travail qui sont reliés à la mise en place de services spécifiques au domaine des bibliothèques. Donc, elle va vous en parler plus tard. Elle porte différents dossiers, GDR, revue savante, et c'est là où on énumère et on en oublie la moitié. Mais elle reviendra là-dessus juste après moi. Muriel Rorive, qui est notre responsable des achats en commun et qui s'occupe, encore une fois, entre autres, de la négociation et du renouvellement des ententes d'acquisition en commun de ressources documentaires. Et on a Linda Bouchard, qui est technicienne en documentation, qui a le rôle de soutenir la gestion de produits, les achats en commun et puis la logistique. Et Lubna vous l'a annoncé tantôt en conseil de direction, on accueille lundi une nouvelle technicienne en administration qu'on attend depuis longtemps et qu'on est très heureux de recevoir au sein de l'équipe. Et on espère accueillir aussi dans les prochains mois un ou une analyse d'affaires pour soutenir notamment 2 projets pour la première année de nos orientations stratégiques et que Sophie et Muriel vont évoquer un petit peu plus tard. Donc, on a une équipe qui s'inscrit dans la continuité, comme vous avez pu le constater, mais qui s'élargit également. C'est une équipe qui est très unie, qui est super passionnée et qui est très engagée. Et qui a une structure qui a dû s'adapter donc à cette nouvelle réalité, et puis qui implique de notre côté une réflexion sur la distribution de nos rôles, de nos responsabilités, pour mieux servir les bibliothèques. Le quatrième point tourne autour des nouveaux espaces de travail. Il nous a semblé important de vous le mentionner parce que le PBUC Renouvelé, c'est aussi une équipe qui travaille depuis le 1er septembre au Centre d'innovation de l'Université de Montréal, donc le CIUM, à côté du campus 1000 de l'UDM. Et de travailler au CIUM, ça nous donne aussi la chance de côtoyer des unités d'innovation spécialisées dans le développement des compétences entrepreneuriales, dans l'intelligence artificielle responsable, dans l'essor et le rayonnement de la recherche, dans l'innovation technosociale, la santé numérique, et j'en oublie. Et enfin, pour finir,
ça nous semblait important aussi de mentionner nos outils, nos processus qu'on a à cœur de repenser, puisque dans notre nouvel environnement à l'Université de Montréal, depuis ce rattachement, ce rattachement nous a permis aussi de nous mettre à la page et de nous réinventer, notamment ce qui a trait donc à nos outils de travail collaboratifs et à nos processus. C'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur parce qu'on veut placer au cœur de nos actions la collaboration et, et on veut améliorer nos processus, on veut être plus efficient. Donc, on s'est doté d'un plan d'action sur 3 ans, sur lequel Lumna va revenir un petit peu plus tard, et qui vise à cibler donc ces objectifs-là. Et pour la première année, on aimerait se concentrer sur le décloisonnement de nos instances PBUC. Comme je l'ai dit, c'est par ces instances que le partenariat vit. On aimerait on est en train de mettre en place un certain nombre d'outils qui nous permettent et puis c'est vraiment un chantier en cours, mais qui vont nous permettre de centraliser l'information et surtout de la rendre disponible, la même information disponible pour tous. Et on souhaite aussi engager un processus d'amélioration de nos processus internes, notamment pour ce qui a trait aux achats en commun, entre autres. Donc, on foisonne d'envie et d'idées qu'une année n'est pas suffisante pour mettre en place. On aurait encore beaucoup à vous dire là-dessus, mais je vais laisser la parole à François Charbonnier, donc gestionnaire de produits, et Lumna Gauti, encore une fois présidente du comité de gestion des opérations, qui vont vous parler des plateformes et des projets technologiques au service du PBUC. Alors, on va commencer par WMS et Discovery. Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir. Juste une petite mise en contexte. On a déployé à l'été 2020 donc, WMS et Discovery, qu'on appelle SOFIA. Et en novembre 2021, on a identifié différents axes d'amélioration, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Je vais aller en surface, pas rentrer dans le détail. Un document a été rédigé qui est plus complet. Il a été approuvé au conseil de direction ce matin et est disponible auprès de vos répondants PPS. Donc, si on regarde, en fait, on avait 4 axes d'amélioration. Alors, le premier axe d'amélioration concerne l'accès aux ressources électroniques. Notre objectif était de s'assurer que 100% des ressources électroniques qui sont acquises par les bibliothèques soient découvrables dans SOFIA. Depuis donc l'identification de cet axe d'amélioration et les travaux d'OCLC qui ont débuté en janvier 2022, donc on peut dire que l'infrastructure est en place pour que donc 100% des ressources électroniques pour les collections globales est maintenant accessible à partir de SOFIA. Donc, c'est une première réalisation, un premier bilan qu'on voit, c'est que ça a pris du temps, mais ça arrive. Et au fur et à mesure que de nouveaux titres vont être ajoutés dans la base de connaissances globale, des notices qui n'ont pas été cataloguées pourront être créées automatiquement dans WorldCat pour s'associer aux titres que vous aurez activés dans votre établissement. Donc ça, c'est la partie données. Dans la partie données, on travaille également avec OCLC pour s'assurer que les notices qui ont été cataloguées en français soient associées automatiquement aux titres activés selon des choix faits par l'établissement, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de la collection. Et donc, on a cette nouvelle fonctionnalité qui est en cours de test, donc pas encore déployée. Le pilote a commencé il y a quelques mois. Il y a eu une phase d'amélioration et là, la deuxième phase du pilote commence aujourd'hui. Donc, c'est une nouveauté qui va arriver dans les prochains mois. Dans cet axe d'amélioration, il y a également toute une partie qu'on appelle interface. Alors, initialement, c'était pour améliorer la mécanique de résolution des liens. Aujourd'hui, on utilise en fait un outil qui s'appelle LibKey, notamment, qui permet en fait d'améliorer déjà cette mécanique. Ceci dit, il y avait plusieurs éléments qu'on avait déjà aperçus, vus avec le groupe de travail Dexus, donc l'expérience usagée, et donc qui sont en cours de discussion avec OCLC pour prioriser justement en fonction des besoins. Cet axe a été identifié maintenant il y a plusieurs années. On connaît mieux le système. On révise en fait à chaque fois avec OCLC nos priorités, et donc on continue à travailler sur la partie interface avec OCLC pour livrer en fait des améliorations qui auront un poids conséquent sur les usagers. Deuxième axe d'amélioration concerne la productivité. Alors, c'est un point qui est dit comme ça, c'est très général. Il y a deux éléments qu'on avait identifiés. C'était l'interface professionnelle. Le premier élément, donc, ce qu'on souhaitait, c'était une amélioration
non pas sur certaines pages, mais sur l'ensemble de l'interface professionnelle. Et donc, l'approche qu'a prise au CLC, c'est de renouveler entièrement leur interface professionnelle. Aujourd'hui, vous allez, alors si ça n'a pas été encore déployé, ça va être déployé. Le module circulation va avoir un nouveau bouton qui va vous permettre d'activer cette nouvelle interface professionnelle. Donc, ça sera en test pendant plusieurs mois pour que les établissements, enfin le personnel puisse s'acclimater à cette nouvelle interface, mais également pouvoir la tester et identifier s'il y a des bugs dans l'interface avant qu'elle soit déployée auprès de tous les clients de CLC. Et ça, c'est la première étape. Chaque module va bénéficier de cette nouvelle interface, donc qui va permettre d'être beaucoup plus ergonomique, d'avoir beaucoup plus de filtres, de tri. Enfin, on a identifié plusieurs points qui devraient nous permettre de gagner en productivité grâce à cette amélioration. L'autre point concerne les relais permissions. Aujourd'hui, ce n'est pas très flexible au niveau de WMS. Il y a des rôles qui sont prédéfinis, les permissions sont associées à ces rôles, on ne peut pas les modifier. Et donc, on travaille avec OCLC pour que dans l'année à venir, il y ait une interface de paramétrage des rôles et permissions pour que vous puissiez configurer vous-même vos rôles et que de cette manière, représenter au mieux en fait, la manière dont vous avez structuré vos équipes et les permissions que vous avez données à chacun de vos employés. Le troisième point, ça va vite, c'est l'axe d'amélioration numéro 3, donc, qui était sur délai, performance, quantité et exhaustivité. Alors, pour ce point, le but, c'était de rendre le système plus rapide, plus robuste, plus performant. Ce qui a été fait au niveau de CLC et qui est en fait un travail en continu, c'est une optimisation de leur infrastructure. Donc, depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, régulièrement, il y a des mises à jour au niveau matériel, au niveau logiciel, au niveau réseau. On constate encore des dégradations de services, mais de moins en moins dans le temps. Et on a des outils qui nous permettent, nous, d'évaluer en fait ces dégradations de services. Donc, on a identifié un certain indicateur pour pouvoir justement comptabiliser le temps de panne du système et pouvoir demander au CLC de nous rendre des comptes et identifier les parties du système qui doivent être continuer à être améliorées. Donc, ça avance dans le bon sens. Pour ce qui est de la partie quantité et exhaustivité, alors je vais mettre les deux ensemble. C'était surtout ciblé par rapport au système qui nous permet d'analyser les données, donc analytique. Aujourd'hui, c'était un système qui était en dehors de WMS. Donc, à chaque fois qu'on accédait au module qui permet de faire des statistiques, on sortait de WMS pour aller dans un outil qui s'appelle SAP. Cet outil-là va être changé dans les prochains mois. On va utiliser Power BI, qui fait partie de la suite Microsoft. La structure de données va être identique, mais il y aura effectivement un travail de transition sur vos rapports. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir interroger plus de données avec ce système-là et avoir plus de flexibilité dans le futur pour améliorer le système. Dernier point, l'axe numéro 4, donc on se concentrait sur les méthodes, les processus et services d'OCLC. Donc, on avait identifié 3 points. L'assurance qualité. Donc, le but, c'est de s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une livraison, on ait le moins de problèmes à chaque livraison, sachant qu'OCLC est un mode de livraison en continu. Il y a toujours la possibilité d'avoir un bug qui surgit. On a eu une approche par chaîne de travail où on a révisé avec OCLC nos chaînes de travail pour s'assurer qu'ils aient suffisamment de tests en amont pour identifier des problèmes potentiels qui pourraient nous toucher en local. C'est beaucoup de temps de travail, pas nécessairement une approche intéressante, mais pas nécessairement suffisamment rapide. Donc, on va changer d'approche et on va aller par indicateur, c'est-à-dire qu'on va regarder à chaque nouvelle mise à jour le nombre de bugs qu'on peut découvrir et essayer d'identifier avec OCLC les causes en fait, de ces problèmes qu'on peut constater. Au niveau du soutien, il y a eu une approche pour améliorer la communication au niveau du soutien. Et ce qu'on remarque depuis ces derniers mois, c'est qu'on passe plus rapidement aux deuxièmes lignes qui ont souvent plus de réponses pour les problèmes qu'on peut soumettre à OCLC. Un point positif, c'est que quand au forum donc, de la plateforme partagée de services, j'ai fait un tour de table, la majorité des personnes sont satisfaites du soutien qu'elles obtiennent de la part de CLC. Les problématiques sont plutôt au niveau du système, mais face aux questions qui sont posées ou aux problèmes rencontrés, il y a quand même un échange qui se fait avec OCLC et une communication qui est efficace.
Et le dernier point concerne la formation, la documentation. C'est au niveau documentation, la documentation en ligne a évolué avec un nouveau moteur de recherche qui permet d'identifier plus rapidement la documentation, enfin les points en fait qu'on recherche. En termes de formation, on s'est entendu avec OCLC de mieux travailler en amont s'il y avait de prochaines formations pour mieux identifier les enjeux pour les établissements francophones, puisqu'on n'a pas nécessairement des formateurs qui connaissent nos réalités. Donc là, c'est un engagement de leur part d'une meilleure préparation. Et si on regarde aujourd'hui pour cet axe-là, ce qui a été réalisé, on considère pour le soutien et la formation qu'on a atteint nos objectifs. Et donc, on va se consacrer sur l'axe d'amélioration 1 et l'axe d'amélioration 3 sur l'année à venir pour pouvoir continuer à travailler avec OCLC dans une perspective d'amélioration. Il y a juste un dernier point que j'aimerais dire sur… je parle beaucoup d'OCLC parce que c'est WMS et Sophia. Juste une petite observation générale. OCLC travaille sur un mode agile. C'est-à-dire que dans leur approche, ils sont beaucoup sur… c'est une attitude, l'agilité, c'est une attitude vis-à-vis du changement. Donc, c'est quelque chose qu'on accepte. On sait qu'on ne peut pas tout déterminer à l'avance et donc on s'adapte au fur et à mesure qu'on découvre les changements à réaliser. Et donc, ça veut dire que derrière, on doit être toujours dans une approche, dans une écoute active. Et c'est ce qu'on constate au niveau d'OCLC. C'est-à-dire que je sais et j'entends qu'il peut y avoir des situations que le système peut parfois être décourageant. Mais d'une manière générale, on voit avec le temps beaucoup d'améliorations. Il y a une livraison qui se fait en continu. Et on a un engagement surtout constant de la part de CLC et qui perdure depuis le début du projet, donc depuis plusieurs années, et qui ne diminue pas. Donc, tout ce qu'on a pu réaliser jusqu'à présent marque un énorme début et qui va nous permettre d'aller encore plus loin avec ce fournisseur. Et je pense qu'il faut toujours se rappeler, face à un désagrément du quotidien, que cet engagement-là, il est rare auprès de fournisseurs et qu'on travaille toujours au bénéfice des établissements et des personnes sur le terrain, sur le plancher. Et donc, il faut regarder sur le long terme tout ce qu'on va pouvoir encore développer. Et je suis très confiant par rapport à ça. Le dernier point par rapport aux autres plateformes et projets technologiques concerne le service de prêt en libre service. Donc, dans le cadre de la subvention, donc il y a une partie de la subvention qui a pu être consacrée donc, à ce projet qui a permis soit d'acquérir, soit de renouveler ou de moderniser donc, l'équipement les bornes de prêt en libre service hybrides et RFID. Donc, un appel d'offres a été fait avec 11 établissements participants. Le contrat a été octroyé à une société qui s'appelle Bibliotheca en mars 2022. Et depuis, en décembre 2023, enfin, j'ai plutôt dire aujourd'hui, en janvier 2024, tous les établissements avaient passé commande auprès de Bibliotheca et donc soit en cours d'étiquetage RFID, soit en cours d'implantation de ces bornes ou ont terminé d'implanter ces bornes. Ça sera tout pour moi. Je passe la main à Léna. Donc, pour les deux autres plateformes technologiques, donc, le travail est en cours pour certains éléments, d'autres terminés. Donc, comme vous le savez, il y a eu le lancement du module Géophoto, donc dans GeoIndex. Donc, il y a 2 ans, c'était GeoIndex, la plateforme GeoIndex. On a travaillé l'année dernière sur Géophoto, donc vraiment le module qui permet l'exploitation, le traitement et la visualisation des photographies donc aériennes, une grosse réalisation pour l'ensemble des bibliothèques et un beau projet donc avec lequel on a travaillé, le comité de gouvernance qui travaille avec Étienne. Donc, on travaille sur le projet de numérisation des photographies aériennes avec le MERN et BNQ. Donc, on a une négociation d'1 million de photographies du MERN qui sont dans BNQ, Étienne? C'est BNQ? Quel est le lien avec BNQ? Le lien avec BNQ? Je l'ai bien dit, donc c'est à BNQ, mais ça vient du MERN, effectivement. C'est ça, je me suis dit, est-ce que j'ai perdu le bout? Alors, jusqu'à aujourd'hui, ce sont 600 000 photos qui sont hébergées dans le module. Donc, c'est un projet livré pour le module et en cours pour la deuxième partie. Le RVM, bien sûr, avait une grosse partie. L'année dernière, on avait livré le RVM Fast, donc la partie light, je dirais légère pour l'indexation.
Et cette année, donc, on a livré les RVM en données liées complètement. Et un projet important qui a été livré également cette année, c'est la révision du vocabulaire décrivant les peuples autochtones du RVM. Donc, on a changé complètement. Donc, ça a été une grosse réalisation pour l'ensemble des partenaires du RVM, que ce soit public, collégial, universitaire ou autre. Et on est en cours de révision de l'offre de services actuellement parce que pour ouvrir complètement le RVM, il faut établir quels sont les services tarifés, quels sont les services gratuits et qui permettent bien sûr tout ça dans un contexte de perpétuité, de pérennité financière du RVM. C'est le travail de l'année prochaine. Sur ce, je passerai la parole pour les dossiers piliers bibliothèque, biothéconomique à Sophie. Merci. Donc moi, je vais avoir le plaisir de vous présenter les projets et réalisations. Merci. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter les projets et réalisations qui visent à soutenir, développer, mutualiser l'offre de services des BUC. Donc, ces projets sont portés par de nombreux groupes de travail au sein du PBUC, comité stratégique, bibliothèque de soutien aux revues savantes, fonds de soutien à l'édition savante en libre accès, je vais y arriver, gestion des données de recherche, conservation partagée, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, j'ai le privilège d'accompagner plusieurs d'entre eux. Donc, première grande famille, si je peux dire, soutien à la diffusion et à la recherche et à la science, à la diffusion de la recherche et à la science ouverte. Donc, on distingue 4 gros projets. Le premier, l'amélioration de la passerelle OJS érudit pour les revues savantes québécoises. Donc, c'est donc financé par le PBUC. Ce projet a permis d'améliorer la passerelle, ce qui a rendu possible la récupération automatique et la diffusion du plein texte des articles sur Érudit. Donc, c'est un développement qui permet d'optimiser le flux éditorial des revues présentes à la fois sur OJS et sur Érudit. Donc, il a été livré en 2023. L'offre de services des bibliothèques pour le soutien aux revues savantes. Donc, c'est une offre de service donc, qui va être envoyée en réponse à l'appel à candidature lancé en décembre 2023 par le scientifique en chef dans le cadre du réseau FRQ. Donc, les objectifs de cette offre de service, c'est de mettre à la disposition des revues savantes une expertise nouvelle et propre aux bibliothèques dans le but de renforcer l'écosystème d'édition scientifique et également de coordonner et consolider un ensemble de services entre les bibliothèques et le PBUC et donc favoriser l'émergence de nouvelles revues et une transition vers le libre accès diamant. Donc, c'est une offre de service sur 5 ans, financée à hauteur de $500 000 par an et donc qui pourrait être financée. Je m'y vois déjà. Donc, ce qui permettrait de recruter 3 ressources. Éventuellement. Et l'annonce des résultats du concours, donc, puisque c'est en cours, on est en train d'y répondre, c'est prévu pour mai 2024. Donc, croisons les doigts. Fonds de soutien à la publication de monographies savantes en libre accès avec les presses universitaires québécoises, donc les PUC. Donc, suite à la décision du sous-comité des bibliothèques, donc en 2021, de mettre sur pied un fonds de soutien à la publication en libre accès de livres électroniques publiés par les PUC, donc dont les auteurs appartiendraient à la communauté universitaire québécoise, un projet pilote a été mis en place avec 2 objectifs principaux. Donc, premier objectif, financer la publication en libre accès de 6 à 10 ouvrages universitaires québécois, donc en cours de préparation ou récents. C'est le premier volet du projet qui a été réalisé en 2022-2023. Et deuxième objectif, deuxième volet, mesurer l'impact de la publication en libre accès dans ce type d'ouvrage, donc à travers une collecte de données auprès des éditeurs. Donc, données de téléchargement, ventes projetées, nombre de volumes vendus des ouvrages publiés en libre accès et de comparables publiés dans un modèle traditionnel, etc. Donc, une analyse des données colligées devrait être ainsi déposée au conseil de direction dans le courant de l'année 2024. Donc, deuxième volet du projet qui est prévu pour cette année. Enfin, dernière réalisation, la sensibilisation aux données de recherche, donc, qui est effectuée par le groupe de travail GDR
Donc, avec deux événements, la Semaine des données hackers et la Frayeur des données. La Semaine des données hackers a été lancée en 2022 et la Frayeur des données, donc 2023. Donc, ce sont des activités de sensibilisation autour des données de recherche. Et il y a également plusieurs actions de soutien, de formation des bibliothécaires en matière de gestion des données de recherche, de dépôt, de création de métadonnées, donc à travers des vidéos qui sont disponibles sur le LibGuide du PBUC. Donc, si vous n'avez pas déjà consulté le LibGuide du PBUC et donc plus particulièrement la section GDR, je vous invite à y aller. C'est une mine d'informations. Et il y a également des rencontres disciplinaires de bibliothécaires sur la GDR qui sont organisées. Soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, deux gros projets pour cette section-ci. Pressbook, donc un projet de pilote de soutien à la publication de manuels de cours libres donc, sur la plateforme Pressbook a été mené en 2023. Il a fait l'objet d'un rapport sur l'intégration d'un service d'édition de REL dans les établissements partenaires et les possibilités de mutualisation. Et ensuite, deuxième volet de ce projet, c'est le dépôt auprès du MES d'une demande de financement pour le soutien logiciel, la valorisation, l'appropriation, la formation et la promotion autour de la plateforme Pressbook, donc prévu pour cette année. Et ensuite, deuxième gros projet, c'est la constitution d'un dépôt REL commun, donc qui va faire préalablement l'objet d'une analyse d'affaires, donc qui va déterminer la pertinence d'un tel dépôt, d'un dépôt partagé en fait, et la solution préconisée pour ce dépôt. Dernière grande réalisation, et pas des moindres, la mise en place d'une stratégie de conservation partagée, donc qui est illustrée par le protocole d'entente qui donc définit les principes directeurs de cette stratégie de conservation partagée et les modalités d'application du programme. Donc, ce protocole d'entente a été signé, enfin, les bibliothèques qui ont adhéré fin 2022. La durée de l'entente est de 25 ans. Et donc, elle consacre ce programme, la mise en place de ce programme de conservation partagée. Donc, pour la mise en place, il a fallu faire une analyse de collection et la validation des états de collection afin de faire la répartition des collections faisant partie du programme. Donc, ça a été fait pour le volet monographique en 2023 et c'est en cours pour les périodiques. Donc, ça devrait être achevé d'ici l'été 2024. Et donc, des collections imprimées, on va passer aux ressources documentaires électroniques avec Muriel Rorive, la coordonnatrice aux achats en commun. Bonjour. Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire de vous expliquer ce que sont les achats en commun de ressources documentaires électroniques. C'est quelque chose que les bibliothèques font en commun depuis, je pense, 50 ans. Là. Ça se faisait à l'époque à la CREPUC, puis au BCI et maintenant au PBUC. Alors, les choses ont quand même bien changé. On voit qu'en 10 ans, il y a quand même eu une augmentation de 40% du nombre d'ententes qui sont renouvelées chaque année. C'est 102 ententes qui sont renouvelées et c'est quand même des montants significatifs. C'est près de 20 500 000 $ bruts et grâce à la mutualisation, on va parler moins vite, c'est près de 4 millions de dollars qui sont économisés, en fait, qui ont été économisés l'année passée en 22-23. Maintenant, un graphique que j'aime beaucoup, c'est la répartition des ententes par mois. Donc, la centaine d'ententes, on le voit bien, ce n'est pas du tout réparti de façon uniforme et je suis maintenant au sommet de la montagne, ce qui fait que j'ai hâte de descendre. Alors, l'arrivée du PBUC à l'Université de Montréal, bien, ça va nous donner l'opportunité justement de revoir les façons de faire, de revoir les processus reliés aux achats en commun. Pas seulement l'aspect système. Oui, on veut regarder s'il y a des nouvelles fonctionnalités dans Consortia Manager qui pourraient rendre ma vie et votre vie plus facile, mais beaucoup aussi comment profiter
de Synchro Académique, PeopleSoft, pour ceux qui connaissent son vrai nom. Et surtout de la partie appro. On a rencontré justement les appros de l'UDM hier et des petites étoiles dans les yeux. Comment est-ce qu'avec l'aide des appros, on peut profiter de la communication directe entre les appros et le fournisseur, donc à l'étape de passer la commande et de la facturation, ce qui enlèverait énormément d'étapes présentement faites de manière manuelle et par courriel, et ce qui pourrait laisser plus de temps à la petite équipe achat en commun, Linda, moi, et bon, c'est à revoir aussi comment est-ce qu'on va faire les choses pour pouvoir mettre plus de temps sur des enjeux importants comme ce qu'on a en ce moment, l'arrivée de clauses sur l'intelligence artificielle dans les licences. Springer, pour ne pas les nommer, qui font un petit bras de fer avec non seulement le PBUC, mais l'ensemble des consortiums régionaux au Canada pour imposer une clause. Et c'est un petit peu difficile sur mon coin de table de dire « ouais, c'est une bonne idée, cette clause ». Donc, c'est d'aller chercher des avis, des experts, mais tout ça, ça prend du temps. Donc, comment faire en sorte d'aplatir la courbe, pour prendre une expression connue au Québec depuis quelques années, et pouvoir mettre du temps à longueur d'année sur autre chose aussi. Alors, ben voilà, c'est plein de beaux projets et on attend avec impatience l'analyste d'affaires qui va nous aider à faire ça. Alors, Lumna, je te repasse la parole. Donc, on termine. Là, c'est sûr que on a vu les réalisations, il y en a beaucoup. On est peut-être allé rapidement sur certaines. Donc, mais au-delà de ce qui a été réalisé, ben, qu'est-ce que nous allons continuer à réaliser? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont nos jalons fondamentaux pour l'année prochaine? Donc, le plan se décline sur... c'est ça, regarde. Le plan se décline sur trois orientations. Donc, le plan stratégique se décline sur trois orientations majeures, donc trois orientations fonctionnelles et qui sont soutenues par une équipe, comme on a dit, donc avec son plan d'action. Donc, je pense qu'il y a certains projets, certaines actions, certaines activités qui ont été quand même amenées par les membres de l'équipe en disant, ben, on a fini ça, puis on est dans tel autre projet. Je pense qu'on vous en avait parlé un petit peu, mais je pense que c'est important de voir où se placent les actions, où vont se placer les actions majeures qu'on va identifier ensemble prochainement. Donc, ça, c'est le plan pour le plan stratégique pour 24-27. Puis, chaque année, nous allons déterminer un plan d'action par année. Donc, pour les 3 prochaines années, donc pour cette année, nous allons avoir un plan d'action détaillé pour chacun des objectifs à l'intérieur de nos orientations. Je n'irai pas jusqu'à ce détail-là, mais au moins, ça nous permet de parler globalement des orientations et de vous donner quelques exemples d'actions qu'on va débuter ou qui sont déjà débutées ou qu'on débuterait l'année prochaine. Donc, le soutien à la réussite et l'éducation ouverte, premier axe important qui s'apparente à l'axe de soutien à l'enseignement, à l'apprentissage, à la réussite et qu'on vient encadrer d'une notion nouvelle qui devient fondamentale pour nous en termes de philosophie, qui est l'éducation ouverte. Donc, objectif 1, lutter contre la désinformation par la mise en œuvre de stratégies concertées. Donc, je n'irai pas nécessairement dans les actions, mais on va pouvoir mettre en place, donner l'occasion à nos bibliothécaires de liaison, à nos techniciens, à nos employés de pouvoir travailler dans le cadre, mettons, de groupes de travail pour permettre d'établir des actions, soit des actions de communication, de sensibilisation, de formation, pour lutter contre la désinformation qui est un enjeu actuel et d'actualité dans l'ensemble des universités et dans lequel les bibliothèques peuvent prendre une place importante. Ancrer l'expertise des bibliothèques en matière de compétences informationnelles et numériques. Donc, tout l'enjeu de la littératie numérique, de la formation des compétences transversales, les bibliothèques sont au centre de cet enjeu puis de cette thématique-là. Donc, nous allons également voir comment, à travers les 3 années, nous allons pouvoir avoir des actions mutualisées, concertées ensemble. Soutenir le développement concerté d'une offre de services pour les ressources éducatives libres. Donc, sans aller dans le détail, on le voit tout à l'heure, Sophie nous a parlé de l'analyse d'affaires qui va devoir être faite sur éventuellement l'opportunité d'avoir un dépôt commun pour les REL ou pas, quel outil, ben, ça s'inscrit totalement là-dedans.
le projet Pressbook dont a parlé également Sophie, donc pour soutenir la production, la professionnalisation, donc soutenir les enseignants dans la production de manuels de cours également dans cet axe-là. Innover par l'expérimentation de l'intelligence artificielle dans les pratiques d'apprentissage et le soutien à l'éducation ouverte. Vous allez voir qu'il y a un élément qui est transversal à l'ensemble des 3 axes, que ce soit dans cet axe-là, le 1.4, le deuxième axe, le 2.5 et le 3.6 dans le 3e axe. Ce sont tous des axes qui concernent l'expérimentation de l'intelligence artificielle dans le contexte de ces différentes sphères des bibliothèques universitaires. Donc oui, nous sommes tous happés, nous sommes dans une phase d'exploration, d'exploitation, de compréhension et le temps ne sera pas clément avec nous. Donc, il va falloir qu'on se concerte davantage et qu'on voit comment on peut adapter et rendre plus efficients nos processus à différents niveaux grâce à l'intelligence artificielle. Alors, nous allons mettre en place un comité ou un groupe de travail qui va pouvoir explorer et faire du benchmarking pour l'ensemble des bibliothèques universitaires. Alors, deuxième axe, deuxième orientation stratégique, l'accès, la valorisation, la conservation des collections. Vous voyez, c'est un axe qui ressort, qu'on a remonté à un certain niveau, donc parce que c'est important. Donc, ça prend du poids autant dans le travail, la charge de travail dans l'équipe que dans nos équipes également. Donc, mettre en place un programme de gestion concertée des collections numériques. Donc, on s'est attardé, on a débuté le travail sur les collections imprimées. Donc, comment on établit un partage distribué de conservation des collections imprimées, que ce soit monographie, périodique, ensemble, mais il va falloir s'attaquer également à la conservation, à la préservation du numérique que nous avons, que ce soit le numérique qu'on reçoit ou qu'on a à travers nos négociations avec les fournisseurs ou les ressources numériques, nos dépôts institutionnels, ce qu'on a dans nos dépôts institutionnels, nos collections individuelles. Donc, ça, c'est important de travailler là-dessus. Donc, il va y avoir un groupe de travail qui va démarrer sous ce pôle de l'accès, valorisation et conservation des collections. Poursuivre, bien sûr, un programme de gestion partagée des collections imprimées. Donc, on l'a dit, on va continuer avec les périodiques. Et élément important là-dedans, donc il y a le volet de collections distribuées, donc partage de collections distribuées, mais il y a également un volet important du comité, du comité et du groupe de travail, qui est l'analyse, donc une analyse d'affaires sur la possibilité, l'opportunité d'un entrepôt commun. Et l'évaluation est pas mal claire là-dessus pour voir quelles sont les bibliothèques universitaires qui ont un enjeu d'espace, qui veulent se mettre en commun pour mutualiser. Nous allons évaluer une solution McGill. Je me permets de le dire parce que c'est la solution qui va être évaluée actuellement. Donc, McGill ayant déjà un centre de conservation pour les documents imprimés à Valleyfield. Donc, l'analyse d'opportunité qui va être faite, c'est quelles sont les bibliothèques qui sont intéressées de joindre cet entrepôt commun. Et c'est une analyse d'affaires qui va être faite dans ce sens l'année prochaine. Poursuivre les initiatives de valorisation en concertation avec les premiers peuples. Donc, on travaille beaucoup là-dessus ensemble. Je pense que c'est un axe, c'est un objectif qu'on peut travailler encore en termes de communication, sensibilisation dans nos équipes. S'engager activement pour le respect des normes, facilitant l'accès à la documentation pour les personnes ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Question d'accessibilité, de démocratisation, donc dans le cadre du traité de Marrakech. Donc, important également pour voir comment on peut participer, être plus présent à travers les discussions canadiennes pour ce volet-là. Et optimiser, bon, quand je l'ai dit, l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Donc, on va la retrouver comme une trame commune. La science ouverte et soutien aux activités de la recherche. Donc, notre troisième pôle, notre troisième orientation, c'est le soutien à la recherche, à la publication. Donc, soutenir les efforts de développement et des diffusions des publications de la littérature scientifique en français. Donc, on l'a vu avec les exemples que Sophie a donnés. Donc, on a du travail à faire en termes de positionnement, d'offres de services, de réflexion. Donc, ça, c'est certain. Implanter une offre de services mutualisée de soutien aux revues savantes. Nous sommes dans un momentum extraordinaire actuellement où il y a le plan S, l'ouverture du gouvernement par rapport à la diffusion plus ouverte, au libre accès. Et je pense que autant avec les différents paliers gouvernementaux, nous sommes à un moment où il faudrait saisir cette opportunité et travailler avec l'écosystème complet, avec les revues, avec les chercheurs, avec ensemble les bibliothèques. Donc, et à 2 niveaux, que ce soit au niveau québécois ou encore au niveau fédéral, c'est le dépôt le code, on va co-déposer une demande avec le milieu de la recherche pour soutenir ce réseau
de publications scientifiques en français au Québec et éventuellement travailler, bien sûr, avec le fédéral également. Alors, et consolider, soutenir l'édition savante en libre accès de livres électroniques. Nous avons commencé avec un beau projet pilote avec la subvention et là, on poursuit dans la collecte de données et dans le travail. Donc, Sophie en a parlé également. Mettre en commun des expertises en soutien à la recherche, notamment par le droit d'auteur. Nous avons également, il y a certains thèmes qu'on a peut-être moins poussés, explorés durant les dernières années pour les raisons dont on connaît. On avait énormément de choses à mettre en place. Actuellement, on sent qu'il y a un besoin de mettre de plus en plus nos experts ensemble, nos collègues ensemble, les membres du partenariat, donc des bibliothèques ensemble pour des questions concernant comme le droit d'auteur. Donc, probablement qu'il y aura une mise en place de groupes de travail pour la réflexion, le partage au niveau du droit d'auteur, mais également des communautés de pratique qui verront le jour. Donc, une priorité aussi qui va être mise au niveau des communautés de pratique. Au début, on essayait de réduire parce qu'on était beaucoup en implantation, mais je pense que pour certaines thématiques, il y a besoin de commencer à explorer et de réfléchir. Donc, on mettra en place donc un groupe de travail sur le droit d'auteur, mais une communauté de pratique pour les synthèses de connaissances également qui verra le jour à travers le plan d'action de l'an 1. Ce sont que des exemples. On déposera éventuellement, puis on publiera les plans d'action de l'an 1, mais ce sont des exemples d'actions qu'on va mettre la première année. Tout ceci, comme on l'a dit, ne peut se faire sans l'appui et le soutien d'une équipe qui a été construite par nos anciens, qui est encore là, qu'on élargit, qu'on améliore et qui est extraordinaire comme équipe. Donc, c'est sûr que c'est une équipe qui est pour nous un levier de réussite. On l'a voulu large parce que nous avons voulu développer, faire encore plus ensemble. Alors, c'est une équipe PEBUC qui va travailler, mettre les mécanismes en place pour collaborer, placer la collaboration au cœur de sa pratique. Nous savons que pour travailler en collaboration, il faut des outils de collaboration, il faut créer des occasions d'échange, il faut structurer avoir une structure qui est plus solide, mais aussi une structure agile qui permet de faire avancer certains dossiers de manière agile. Donc, autant il y a du séquentiel, autant il y a de l'agilité et de savoir saisir les opportunités, de rééquilibrer les charges de travail dans cette équipe-là. On n'a pas le choix. C'est une équipe quand même élargie, intéressante, mais quand même, c'est une petite équipe par rapport à toute la masse de travail et aux ambitions de notre partenariat universitaire. Donc, une équipe PEBUC efficiente. Émilie l'a dit, nous avons à cœur de faire les bonnes affaires au bon endroit, au bon moment et ne pas travailler pour rien du tout. Donc, je pense qu'il y a ce souci-là d'être plus efficient et nous avons de magnifiques opportunités avec l'U2M de placer les roches au bon endroit. Donc, on va avoir effectivement certaines analyses qui vont être faites au niveau du reporting, des statistiques, des approvisionnements, des achats en commun. Il y a des réflexions qui vont devoir être faites à ce niveau-là. Une équipe PEBUC qui affirme son leadership, on l'a dit, c'est beaucoup plus qu'une équipe de soutien. Donc, nous allons travailler ensemble pour donner les moyens à l'équipe, mais se donner les moyens à nous aussi dans le contexte des possibilités et de la charge que nous avons, mais pour faire avancer des dossiers importants, des dossiers de leadership pour le PEBUC et en envoi. C'est sûr qu'on n'a pas parlé de comité, je terminerai là-dessus. Toute cette machine-là est quand même supportée, soutenue par des comités de travail. Nous avons une structure transversale exceptionnelle à travers nos bibliothèques. Donc, nous avons des comités de travail, des groupes ad hoc, des comités stratégiques, des groupes d'experts. C'est pas rien du tout, tout ça. C'est une structure encore toujours de 150 à 200 personnes. Puis si on a des dossiers qui avancent bien, comme celui, par exemple, et qui pousse, on voit le jour, mettons, pour le soutien, la diffusion, publication francophone, les revues, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cru, non, toujours un directeur porteur d'un dossier. Stéphanie va porter ce dossier-là à travers les REL sont portés par Vicky complètement, que ce soit au niveau des discussions, des groupes de travail. La stratégie de conservation partagée, c'est Guylaine qui le porte à bras-le-corps. La gestion des données de recherche, c'était Maryse qui l'a porté. Les achats en commun, toute réflexion, c'est Étienne qui le porte. Donc, il y a des directeurs qui font partie, qui mettent cette responsabilité-là du partenariat comme si c'était la responsabilité dans leur bibliothèque. Ça fait partie de notre bibliothèque et notre travail de tous les jours. C'est pour ça. Donc, si ce travail-là se fait au niveau du conseil de direction, il se fait également au niveau des groupes de travail et des comités. Ça, c'était important de le noter. Donc, un grand merci encore une autre fois pour votre écoute.
Et la prochaine fois, on vous parlera un petit peu plus des actions du plan d'action de l'an 1, un petit peu de manière détaillée, mais c'était important pour nous aujourd'hui de brosser un tableau beaucoup plus complet du PBUC. Merci encore.